Le soleil, les merveilles du pays, un réveil de fraîcheur et de vie. Ensemble, vivons un moment de nostalgie. Vous savez les couleurs, le bonheur, le bonjour d'Algérie. Et oui, le bonjour d'Algérie, au goût aussi de la brise d'été, vous accompagne encore une fois ce matin, comme toutes les matinées. Aujourd'hui, nous sommes donc le 21 juillet. C'est reparti pour une émission avec bien sûr des thématiques et bien entendu des invités qu'on aura plaisir à vous faire découvrir. Nous allons bien évidemment parler donc du Covid-19 avec notre invité et surtout notre ami Fethi Benachnou qui revient chaque mardi, chaque week-end, vendredi également pour nous parler, nous donner quelques conseils. Encore une fois, voir avec lui l'évolution donc de cette pandémie, comment faire face encore une fois à cette exponentielle courbe qui monte malheureusement et bien sûr il faut faire avec et faire attention bien sûr à nos proches. Nous aurons également à recevoir Nessiba Jaïdir dans sa rubrique Mosaïque. Aujourd'hui elle nous donnera l'occasion d'aller visiter la galerie Aïda avec une belle exposition aussi qui est d'actualité. On vivra avec elle les émotions des artistes à travers bien sûr leur toile. Et puis on aura aussi notre ami la nouvelle rubrique design et architecture avec Sami Hamoud qui sera parmi nous pour nous parler et nous inviter à découvrir des nouveautés, vivre avec son temps. Dans un moment on découvrira puisqu'il va nous laisser une petite surprise et surtout nous faire l'énigme comme à chaque fois, nous rappeler ce qui est l'architecture et surtout bien entendu deviner avec lui la thématique d'aujourd'hui. Et on terminera avec une belle initiative, c'est l'initiative donc de cette association les Beaux Horizons donc pour nous parler donc de la région de Miramar. C'est une initiative de jeunes qui ont décidé de bien sûr se mobiliser autour du Covid-19 et faire plein d'actions autour donc du nettoyage et surtout de l'hygiène et sensibiliser beaucoup plus la population et surtout les jeunes du quartier. Voilà, c'est tout le programme qu'on a choisi pour vous. On va commencer tout de suite avec un spot qui, j'espère, va aussi sensibiliser un maximum donc de personnes. La télévision algérienne a décidé aussi d'investir dans le domaine donc des spots pour essayer donc de sensibiliser un maximum de personnes. Regardez, on se retrouve juste après. Voilà, ce sont donc des images qui font peur et surtout pour alerter et sensibiliser parce qu'il y a encore des personnes qui n'y croient pas et il y a encore des personnes qui ne portent pas de masque de protection. Alors on va encore parler de cela, de sensibilisation avec Monsieur Benachnou. Il est là comme chaque mardi matin. Bonjour Monsieur Benachnou. Comment ça va? Et pour désamorcer cette angoisse, ouh là là, des images. Qu'elle est belle la brise d'été, qu'elle est bonne. Ah oui. Et vous savez comment on dit brise en بالعربية? Surtout de là, le brouda. Le brouda, le brouda. Parce qu'en été, on est là à rechercher. Oh, le brouda, c'est cette douceur. Fraîcheur, cette douceur. Voilà. On en a tant besoin, mais en ce moment, il faut faire attention à cette brise. D'où vient-elle? Est-ce qu'elle est contaminée ou pas? On ne sait pas. Est-ce que le virus va rester en suspens ou pas? Là, très important ce que vous dites. Oui. Il y a le titre d'un livre. En France, qui a paru un bon bout de temps, il dit « Prenez garde à la douceur des choses ». Voilà le titre. Bah oui. Prenez garde à la douceur des choses. Je crois que ce qui est important, profitons de la brise d'été, de la douceur. Mais il faut savoir aussi qu'il y a un élément important. Moi, j'entends dire que les virus nous veulent du mal. Non. Les virus existent, ils ont le droit d'exister et ils existent, mais protégeons-nous. C'est comme pour les véhicules. Le véhicule est important dans la vie pour se déplacer, mais c'est nous qui sommes en cause, qui en faisant un instrument de la mort.
Oui. La vie, je crois que ce virus Covid, Corona, nous a réveillés. Moi, je dis que, moi, je suis content. Je ne suis pas sadique, hein. Je suis content dans le sens où, de temps en temps, et il est temps qu'on reçoive une gifle. Une gifle, ça réveille. Oui, on a vu que dans l'actualité, que dans le monde entier, le virus a persisté et encore une fois, il y a de plus en plus de cas. Donc la recrudescence, bien sûr, de cette pandémie reprend. Bien sûr, il y a une recrudescence des cas et donc il faut absolument se protéger. Choufie, ce qui est important, cette façon de généraliser le monde, c'est une évidence. L'Algérie fait partie du monde. Oui. Ce Covid-19, ce n'est pas uniquement en Algérie et on ne demande pas aux Algériens, de se protéger, à nos frères et sœurs, de vous protéger. C'est l'ensemble, tout ce qui est humain sur Terre. Et nous sommes sur la Terre. Nous faisons partie de la Terre. Nous faisons partie de l'humanité. Alors tout le monde entier, tout être humain sur la Terre a les mesures barrières. Comme on le dit à chaque fois, le masque. Mais chez la bavette, le masque. La bavette, on n'est pas en train de baver. Ça, c'est pour les bébés. Le masque, c'est important. Comme le gel hydroalcoolique. Les solutions hydroalcooliques. Voilà, solution, ce n'est pas un gel des cheveux. Vous voyez que... ça change les choses. Ça a changé. Et ce qui est important, les gestes barrières, c'est un ensemble. Ce n'est pas mettre un masque ou un truc. Non, il faut mettre le masque, c'est important. Et surtout maintenant, vous avez dit tout à l'heure la brise, les dernières informations, parce que ce virus est diabolique. Il brille de tout à fait, mille diabolique, et on entend toujours de nouvelles informations, des changements. Il a muté, on sait qu'il a muté, on sait qu'il est différent. Il a muté, c'est très bien ce que vous dites là. Premièrement, il peut rester en suspension dans l'air. Sous forme d'aérosol. Sous forme d'aérosol, c'est le pêche-pêche. Vraiment d'infinies gouttelettes. Gouttelettes, il peut rester comme ça et ça. Surtout dans les milieux clos. Et il faut le dire, ça c'est un milieu clos. Il faut aérer, renouveler l'air. Ça n'est pas climatisé, ça n'est pas refroidir l'air, c'est renouveler. Ouvrez vos fenêtres. D'ailleurs, il y a une chanson, ouvrez vos fenêtres. Et deuxièmement, ce qui est important, les virus mutent, on le sait, c'est leur propriété. Dieu, Allah les a créés comme ça, c'est une possibilité. Comme nous, on ment, comme nous, on dit la vérité, comme nous, les virus mutent, c'est-à-dire qu'ils changent. Qu'est-ce que ça veut dire muter? Là, je porte une chemise. Le virus, brutalement, il peut ouvrir cette chemise et ne porter et se dénuder l'épaule. Il peut, par exemple, relever la chemise. Muter, c'est changer son attaque et ses propriétés. Ce virus a muté, non pas dans la virulence mortelle, mais il a muté dans sa rapidité de transmission. Alors, chaque jour, c'est vrai, on enregistre de plus en plus de cas. Des personnes atteintes, donc grimpent, malheureusement, les cas grimpent. Et c'est ce que vous dites, justement, la vitesse donc, de propagation. C'est ça qui est différent. Différent. Donc, c'est pour ça qu'on doit agir. L'être humain, à travers le monde entier, et nous aussi, Algériens, on doit s'adapter à freiner, à couper cette vitesse. Pourquoi? Avec le masque. C'est ce qu'on avait observé aux États-Unis, par exemple. C'était un pays où le virus était développé et répandu le plus vite à travers donc, les individus. Et alors, par rapport aux États-Unis, moi, je suis fier, nos autorités sanitaires ont pris les mesures qu'il fallait, c'était mettre... parce qu'il y avait interdire certaines choses, par exemple les rassemblements, les marchés, certains marchés ont fermé pour essayer justement ce flux, ce va-et-vient et cette propagation. Madame Ahmed, on sait que le virus, celui qui est porteur, il va utiliser l'être humain pour se déplacer. Ce qui est important, sachant que ce virus se développe, sachant que quand on parle, je crois qu'il faut que nous, les Algériens, dans le futur, il faut accélérer l'éducation sanitaire. Accentuer un peu plus. Et dans le sens où comprendre pourquoi je bouge le doigt, pourquoi je parle, qu'est-ce que c'est que respirer, même si je ne vois pas qu'il y a un échange d'air, je respire quand même. Je crois qu'il faut accentuer sur ça. Donc le masque va faire réellement un barrage, une barrière pour ce virus qui va rester... Encore une fois, il y a masque,
et masque. Il faudra faire très attention. Aujourd'hui, beaucoup font de mauvaises utilisations de ces masques. Ils les réutilisent ou les gardent un peu plus longtemps que la norme. Parce qu'il y a des normes dans chaque masque. Ils sont Premièrement, c'est très bien que vous abordiez cet aspect. Au début, on pensait que c'était juste mettre un tissu. On disait mettez votre foulard. Aujourd'hui, on incrimine donc on incrimine. Pourquoi? Même les masques. C'est le virus. Le virus, c'est comme l'être humain. Je dis que c'est l'être humain. Il a des propriétés. Nous, on nous mesure. On a une taille, on a un hajm, on a, on dit, un volume. Le virus, ça n'est qu'un volume et il faut que les mailles du tissu, le tissu, ça veut dire il est tissé. C'est ça. Les mailles du tissu ne le permettent pas de sortir. Ça veut dire qu'il ne faut pas utiliser n'importe quel tissu. Le masque est fait pour un barrage. Si le virus arrive à traverser les mailles du tissu, ça ne sert à rien du tout. Tout à fait. Deuxièmement, on ne le porte pas ad vitam aeternam. On l'enlève, on le remet, toutes ces choses-là. C'est de mauvaises pratiques. Il faut premièrement, je sais que c'est désagréable, l'être humain, il y a des gens qui se disent « Ah, j'étouffe », des angoissés, tous ces éléments-là, et réellement le fait de respirer. Mais là, il faut, c'est ça la vie. La vie, ça n'est pas un long fleuve tranquille. Bah, oui. Je suis littéraire ce matin. Bah, oui, je vois. Non, mais c'est important de rallier. La culture, c'est ça. Il y a eu beaucoup de caricatures autour de cela, ceux qui mettaient les bavettes ou les masques au niveau, donc du coup ils disaient le virus n'existe pas au niveau du cou. C'est formidable cette caricature. Le virus ne se rattrape pas par le cou. Oui. Le virus, c'est les deux portes d'entrée. C'est le nez et la bouche. Point à la ligne. C'est pas l'oreille, c'est pas le cou, c'est pas je ne sais pas trop quoi. Les yeux aussi, les mains aussi. Les yeux, pour comment vous protéger, il faut porter des lunettes. Pas des lunettes à la mode pour jouer à l'acteur ou à l'actrice. Non, surtout pour les professionnels, des lunettes qui recouvrent complètement l'œil. Il n'y a pas de possibilité. Et là aussi, bon, il y a des lunettes spéciales pour ceux, et je les salue. Il y a des visières. Et je les salue, les confrères et les consoeurs qui sont en plein dedans, qui essayent de lutter, qui essayent de lutter. Mais pour les citoyens et les citoyennes, il ne s'agit pas d'opposer. Le virus, il s'en fout royalement. De la marque de vos lunettes. De la marque de vos lunettes, très bien. Ou de jouer à l'acteur ou à l'actrice un tel ou une telle. Ça, c'est important. Premièrement, les lunettes, il faut que les verres soient adaptés au soleil. Vous savez que c'est ça la vie. Le soleil, l'air, tout ça. Il faut que l'on... C'est fini ce laxisme de l'Algérien et de l'Algérien. Aujourd'hui, les gens sont informés à travers les réseaux sociaux, à travers Internet, à travers la télévision, la radio. On ne cesse d'informer et de prévenir autour, donc bien sûr, des cas, des santé, de la santé, etc., de l'individu. Ça, c'est important. Et qu'il faut qu'on incruste vraiment dans nos têtes que le laxisme, moi je dis, mais Rabbi Star خلقنا parce qu'il nous a donné un cerveau. Exactement, parce qu'il a une intelligence et il faut faire avec cette intelligence. Et en plus, il nous a donné un système immunitaire. Alors là, s'il vous plaît, il ne faut pas se lancer parce que c'est l'été, les boissons sucrées, on ne boit pas d'eau, on y va avec les crèmes. Par exemple, les crèmes glacées, je ne suis pas contre. Les crèmes glacées, premièrement, c'est des produits chimiques. C'est pas vrai qu'on dit... c'est des produits naturels. Produits, comment on appelle ça? Les pistaches. Les pistaches, c'est vert, on a mis une couleur verte. C'est ça qui est important. J'aimerais que l'on insiste à dire que réellement c'est des pistaches et ça coûte le prix que ça coûte, que الواحد يتكسل على حساب خطا. Et de dire que non, c'est fait avec un colorant pistache ou ananas. Tout à fait, ça c'est entre guillemets, on y reviendra. On va prendre un Skype, on va faire un Skype tout de suite avec notre invité. Lui qui était donc déjà venu sur notre plateau, c'est Mohamed Chouki, qui est donc à la tête aussi d'une belle initiative de jeunes. Ils ont aidé énormément durant ce Covid et bien avant à travers différentes initiatives. Il est aussi médecin, donc on va voir aussi, il a eu
il a eu le Covid. Il a été donc, il a contracté le virus et il va nous parler bien sûr de cette situation. Bonjour Mohamed Chouki. Bonjour madame. Comment ça va? Bonjour Canal Algérie et merci encore une fois pour l'invitation. Merci à vous et on est très content que vous soyez guéri, alhamdoulilah, parce qu'on vous avait appelé, contacté pour vous inviter et vous m'avez dit voilà, je ne pourrai pas venir, je suis malade, mon père aussi a été atteint. Parlez-nous un petit peu de cette situation, comment est-ce que vous avez vécu cette situation? En fait, avant ça, on avait pris toutes les précautions, on était vraiment conscients de la situation, on a pris les mesures de sécurité et tout. Mais ça, on l'a chopé le virus. Mais alhamdoulilah, mon conseil, c'est que il faut commencer le traitement dès le début du symptôme parce que maintenant, il n'y a plus de grippe. Il n'y a plus de grippe sur Terre, d'après un virologue, Dr Mekki, qu'on a eu un live avec lui. Il n'y a plus le virus de grippe sur Terre depuis le mois de mars. Alors, tout signe de grippe que vous aurez, c'est à 90%, c'est Covid. Alors, il faut commencer le traitement par précaution et confirmer par un test ou un scanner dans quelques jours. Voilà. Il faut voir le médecin. Exactement. Alors, quels ont été les premiers symptômes chez vous? Bon, pour moi, ça peut différer d'une personne à une autre, mais pour moi, c'était des céphalées, des migraines. Des migraines, oui, une fièvre, une toux. Il y avait aussi de l'asthénie, une fatigue. Une sensation de fatigue générale. Pour moi, comme je suis un sujet jeune, c'est un peu légère par rapport au sujet âgé. C'était 3 jours de symptômes intenses. Oui. J'ai pris le traitement, les tisanes, et c'est bon. Et c'est vite passé, alhamdoulilah. Oui, alhamdoulilah. Mais pour les sujets âgés, c'est un peu compliqué. C'est pour ça il faut commencer le traitement dès le début, surtout pour les sujets âgés, parce qu'on voit beaucoup de cas maintenant qui sont en réanimation, bien des cas graves, parce qu'ils prennent ça à la légère. Ils disent « Oh, je suis grippé, j'étais exposé au climatiseur ». Non, c'est pas ça. À 90%, c'est Covid. Jusqu'à preuve du contraire, c'est une atteinte par coronavirus. Alors, il faut prendre les précautions. Il faut commencer le traitement dès le début. Ça n'a pas d'effet secondaire, ça n'a pas c'est pas contre-indiqué, c'est pas dangereux. Je parle d'antibiotiques, azithromycine, vitamine C, du fortifiant, zinc. Oui. Et bien évidemment, vous vous êtes confiné tout de suite, automatiquement, rapidement. Automatiquement, bien sûr. C'est confinement, isolement. Si vous aurez des signes, isolez-vous dans une chambre, prenez les fortifiants, les tisanes. Essayez de ne pas contaminer les autres. Voilà. Vous faites toutes les précautions, lavez tout ce que vous touchez, il faut laver. Voilà, exactement. Et maintenant, alhamdoulilah, tout va bien? Alhamdoulilah, maintenant, ça fait presque un mois maintenant, alhamdoulilah. Et le papa aussi, alhamdoulilah. Vous allez reprendre votre activité de bénévole et d'actif sur le terrain? On n'a pas arrêté ça. On est toujours en ligne. On a gardé le travail en ligne. On était en train de programmer des lives et des directs avec des professeurs, avec des pour informer la population. Oui, bien sûr. Yatik Saha, Chouki. Bonjour, chers collègues. Merci, monsieur. Merci, docteur. Vous êtes immunisé. Vous pouvez reprendre toute activité. En attendant, faites un test sérologique pour voir si... J'ai fait un test sérologique. Oh, vous êtes super, vous êtes excellent. Oui, normalement, je suis immunisé. Voilà, et bien bravo en tout cas. On voulait avoir un témoignage et surtout on voulait vous rendre hommage parce que depuis le début, vous étiez sur le terrain, vous n'avez pas abandonné donc, le reste de la population et malgré ça, donc, vous avez été vous-même contaminé. On vous souhaite en tout cas bonne chance en attendant de vous recevoir bientôt sur nos plateaux pour continuer votre combat et vos actions. Merci beaucoup, madame. Merci beaucoup à vous. Et je profite de cette occasion pour sensibiliser encore la population. Faites vos précautions. On doit vivre avec ce virus. On doit reprendre notre vie avec les mesures de précaution, avec les mesures de sécurité, port de masque, lavage des mains. Et la vie va continuer. C'est ça, on peut pas... Ben, merci beaucoup pour votre témoignage, Mohamed Chouki Boudjelal. Je rappelle donc que vous êtes très actif dans le domaine du bénévolat. Bonne chance à vous et à très bientôt. Voilà, on continue.
On continue, Monsieur Benachnou. Voilà, on a pu avoir un cas aujourd'hui. Oui. On en aura quelques-uns à chaque fois. Voilà, pour Une dire excellente prise en charge. Hein. Excellente prise en charge. Le schéma, en médecine, on dit le schéma thérapeutique est très bon. Même, parce que, attention, même ceux qui ont eu le virus corona et qui sont guéris, Oui. il y a une prise en charge. Hein, Bien sûr, la le prise en suivi. charge thérapeutique doit être, parce qu'il y a beaucoup de signes. Et là, je crois que c'est bien, par exemple, le test sérologique, c'est-à-dire on lui prend du sang pour voir, c'est classique, est-ce Oui. qu'il a des anticorps. Exactement. S'il a des anticorps, c'est qu'il a eu une attaque dans son corps- organisme. Son corps a- Va de- Et ensuite, il est jeune. Mais attention, attention, attention. De plus en plus, le nombre de jeunes, le pourcentage de jeunes atteints est de plus en plus élevé. Oui. Il ne faut pas se dire, même les enfants, il faut faire attention. Donc, c'est un comportement à tout âge, avec une attention particulière à ceux qui ont des maladies chroniques. Sauf les femmes, ce corona est très élégant. Oh, Il ça attaque- m'étonnerait. Non, c'est vrai. Ça, c'est des c'est paroles des- statistiques. D'accord. Le nombre de femmes est vraiment, vraiment très bas par rapport à ceux hommes. des hommes. Il est gentleman. Jusqu'à quand? On verra bien. Alors, Rabbi yahfazna. doit-on quand même se réjouir parce que la recherche a avancé, donc il y a eu des laboratoires qui bien sûr, taillent la part du lion, comme on le dit, et qui ont donc décrété qu'il y avait eu un traitement et donc un vaccin. Un vaccin. Alors, Donc, cette premièrement, semaine- À Oxford et en Allemagne, je crois, il y a eu donc... c'est les Anglais et les Chinois. C'est eux D'accord. qui sont vraiment avancés. Parce que voilà un autre thème d'éducation sanitaire qui doit être transmis à la population. Premièrement, il faut que la définition d'un vaccin soit très... un vaccin, ce n'est pas fait pour guérir, sauf dans certains cas. Il C'est est fait pour immuniser. Pour immuniser. Et puisque vous avez parlé les recherches, c'est dès maintenant que des chercheurs, des responsables de santé parlent du vaccin de la grippe qu'il faudra faire. On pense à la grippe qui va venir dans 2 sûr, mois, au 3 mois mois. d'octobre. Donc, le vaccin, on devrait commencer dès maintenant, et je le dis à partir de ce plateau, à expliquer, à informer à travers le territoire national l'importance du vaccin de la grippe. C'est pas quand on aura des cas de grippe, on Il faut leur dit vacciner. écoutez, on va commencer une campagne. Mais chaque année, on parle de cette campagne de vaccination contre la grippe. Cette d'ailleurs. année, c'est particulier. Cette année, oui. Et il faut expliquer ce que c'est qu'un vaccin, parce que là, je reviens à votre question que moi, je suis jaloux en tant qu'Algérien, en tant que médecin algérien, en tant que fier, sincèrement, fier d'être algérien. Parce que l'Algérie, elle a un passé, elle a un présent, elle a un passé, la lutte sur le terrain, je parle au point de Dans vue le domaine médical. dans le domaine médical. Vous savez, ce Covid-19, qu'est-ce qu'il a donné naissance à un foisonnement d'équipes de chercheurs. Et des chercheurs, c'est pas je suis chercheur, je fais des études sur est-ce qu'il pleut le matin ou le soir sur Mars. Des Non, scientifiques c'est qui des travaillent scientifiques, depuis c'est longtemps. des petits labos, dans des universités. Moi, j'aimerais que nos universités, il y en a marre, qu'elles s'occupent de sciences, qu'elles s'occupent de sciences, qu'elles s'occupent pas, qu'elles sortent de ce côté administratif et que des équipes, par exemple, les tests, on peut pas, les tests, c'est-à-dire Oui, oui. comment on appelle ça, les trucs qui Oui. nettoient les oreilles. Oui, les cotons-tiges, les fameux les cotons-tiges longs. cotons-tiges longs avec un manche long que l'on enfonce Voilà. parce que c'est le rhinopharynx, tout ça. Je crois que le gros problème, vous savez pourquoi on n'en a pas assez? Parce qu'on n'a pas de réactif. Où est la recherche biochimique, chimique, toutes ces choses-là en Algérie pour qu'on arrive à mettre au point un réactif? J'aurais pas faire un test, coton-tige, ça ouais. fait rien du tout. Exactement. Mais on est bloqué par les réactifs. Moi, j'aimerais que dès maintenant, la recherche chimique, biochimique en Algérie explose. Vraiment qu'elle devienne à la pointe. On a les moyens, on a les êtres humains de brasser. Bah, les universités sont fermées en ce moment. Les recherches peut-être continuent dans certains laboratoires, Inch'Allah. Et mais que nos c'est vrai chercheurs, que nous sommes en retard. Vous savez, on doit créer un centre réellement secret, protéger tout ce qu'on veut
avec les moyens de l'État, où on met des chercheurs, on les enferme et mettez-nous au point un réactif. Et pour le futur, on aura le know-how. Le know-how, ça c'est important, et dans le sens où on doit faire des vaccins. Vous savez, on a eu des ambitions. Le NIPA, le Nouvel Institut Pasteur d'Algérie, celui qui est à Cheraga. Remontez l'histoire. L'Algérie n'est pas tombée du ciel. L'Algérie a un background solide. Eh bien, ce NIPA, ce Nouvel Institut Pasteur, qui existe, c'est pas à créer. Le projet, au début, c'était de fabriquer des vaccins. Mais il y avait des gens... On en avait parlé la dernière fois, justement, de différents vaccins qui ont été aussi créés, et surtout l'équipe de recherche qui travaillait sur les différents vaccins. Et je salue l'Institut Pasteur. Voilà, on salue donc tous ces chercheurs qui travaillent en laboratoire, qui prennent des risques, parce que c'est pas évident aussi de travailler avec toutes sortes de virus et donc de manipulation chimique et physiologique. Il y a des labos qu'on appelle de type 4, tout ça, on ne parle pas de ça. Il y a des labos qui doivent répondre à des normes. Je veux qu'ils soient en Algérie. Moi, je veux que l'Algérie devienne forte réellement. On a tout ce qu'il faut. Ben voilà, vous faites votre appel aujourd'hui ce matin. Oui, mon appel, c'est ça. Par exemple, on a l'Institut Pasteur d'Algérie qui a un long passé. Vous savez que le paludisme, le microbe du paludisme, c'est dans notre histoire. Il a été découvert à Alger, je crois, en Algérie, à Constantine. C'est là où il a été mis au point, le microbe, entre guillemets, du paludisme. Mais je crois qu'il faut renouer avec ça et qu'on a un superbe, quelque chose de merveilleux qui s'appelle l'Institut Pasteur, le NIPAD. Il faut le visiter. J'ai eu l'occasion de travailler, de participer avec une autre structure qui existe, c'est le CNPM, le Centre national de pharmacovigilance et de matériovigilance, où il y a à l'heure actuelle des gens, des Algériens et des Algériennes de haut niveau. Bien sûr. Il faut les booster, il faut les aider, il faut les booster leur donner les moyens. Donner les moyens, les motiver, parce que l'Algérie est capable. Moi, je suis... Moi, il faut sortir de ça. Il faut savoir, pas sortir du dollar. Non. Le dollar, l'État, c'est important. Voilà. Mais il faut savoir booster et attention, moi je pense, c'est pas moi en tant qu'être humain, en tant qu'individu, on a toujours pensé qu'on n'est pas à l'abri. L'humanité n'est pas à l'abri. Mais pas à l'abri d'épidémies, parce que les virus... On en a vu. Et malheureusement, ça a été donc ça a été quand même, ça a fait des dégâts, mais bien sûr, les médecins étaient là, les chercheurs étaient là pour essayer d'endiguer ces épidémies. Et la preuve en est là, puisque la population a survécu et a traversé cette difficile période. Alors, là, on termine sur un élément. Pour le moment, je redeviens, après cette, et j'en parlerai avec Hames qui m'est rolo, il faut les gestes barrières. Le virus ما يعرف لا عيد لا واحد كبير لا واحد صغير لا كذاب لا والو ما يعرف le virus راهو هنا ما يعرف. Donc encore une fois, protégez-vous, faites attention, lavez-vous les mains sans arrêt et ne prenez pas donc de risques inutiles en sortant et faire des bains. Un dernier conseil. Rapidement. Oui, pour les masques. On commence à me signaler, des gens viennent voir, il y a une petite irritation péribuccale. On en avait parlé déjà. Il faut insister. S'il vous plaît, lavez ces masques avec du savon de Marseille, savon de tarf. Ça, c'est important. Évitez les savons qui a l'odeur de l'iasmine, tout ça, parce que c'est des produits chimiques qui, eux, créent cette irritation. D'accord. Eh bien, merci beaucoup. Yatek Saha, M. Benachnou. On continuera à parler de vaccination dès la semaine prochaine, si vous voulez, pour encore une fois informer autour donc, de ces nouveaux vaccins et surtout comment la population va prendre en charge ces Canal Algérie, à travers Brise d'été, fait sincèrement, moi je suis très à l'aise et c'est important, vous faites de la santé, nous faisons de la vraie santé de proximité, elle est sur le terrain. Eh bien, tant mieux. Merci, bonne journée à vous, M. Benachnou, et merci de venir tous les jours, chaque semaine, donc de Blida, et faire le déplacement. Bonne journée, on continue, on va vous emmener faire une belle balade. Allez, petite détente avec ce lac de Ihrir que donc, vous avez peut-être visité ou
pas encore, en tout cas si vous n'avez pas encore visité ce beau lac, c'est du côté de Janet, c'est donc Saïd Fellek qui nous invite à le découvrir, en tout cas un joyau à voir absolument. Ehrir, ce village féerique situé dans le Tassili Nadjer, une oasis nichée dans une vallée délimitée par de hautes falaises. Une vallée classée justement par l'UNESCO comme patrimoine mondial et réserve de l'homme et de la biosphère. C'est une région exceptionnelle, même chez nous dans le nord, et on n'a pas un paysage comme celui-ci. Il y a tout ici, les oueds, les montagnes rocheuses, la verdure, les palmiers. Franchement, c'est extraordinaire. Moi, si on me demande de choisir entre la mer et Ehrir, je choisirais Ehrir. C'est un endroit très calme et vous le voyez, on peut même se baigner ici. Il y a de beaux paysages et les gens sont très accueillants. C'est une région tout simplement féerique. En été, avec la montée des températures, le lac d'Ehrir devient la destination privilégiée des touristes. Et selon eux, nager dans ce lac, c'est spécial. Ehrir est une zone touristique par excellence. J'ai visité plusieurs régions d'Algérie et je n'ai pas vu un endroit aussi magnifique qu'Ehrir. Je ne m'attendais pas à un tel tableau. La beauté d'Ehrir est indescriptible. On est chanceux d'avoir un tel patrimoine. Notre rôle est d'encourager les gens à venir visiter cette région. Beaucoup de touristes viennent ici. On les emmène voir les monuments historiques de la région et on leur parle de nos traditions et coutumes. En été, ils en profitent pour se baigner et se rafraîchir un peu. Considéré comme une zone humide d'intérêt mondial, le village d'Ehrir souffre en été de l'invasion des moustiques et des mouches. La lutte contre ce phénomène se fait de manière biologique. L'oasis d'Ehrir est une zone où se reproduisent en quantité importante moustiques et toutes sortes d'insectes. On a choisi cette opération à base de poissons, de gambusies, qui se nourrit de larves de moustiques. On s'interdit d'utiliser les pesticides. Ehrir, ce paradis terrestre au paysage saharien extraordinaire, mérite assurément une meilleure visibilité à même de captiver un maximum de touristes. Voilà, ça draine du monde en tout cas en ce moment, ne serait-ce que bien sûr les gens donc de la région. Eh bien on va parler mosaïque à présent avec Nassiba Jaïdir. Chaque mardi nous avons rendez-vous avec les arts et surtout de belles œuvres à découvrir et vous faire découvrir. De belles expositions. Bonjour Nassiba. Bonjour Amel, bonjour à vous tous. Ravie de vous retrouver tous les mardis. Exactement, vous n'êtes pas seul encore une fois avec donc une là, galerie. Ce qui nous réunit et nous assemble ce matin et ce qui nous anime aussi ce matin, c'est cette exposition collective qui se déroule actuellement à la galerie Haïda, qui est animée par Souad Taya. Bonjour. Bonjour. Merci d'être des nôtres. Ça fait quand même un temps qu'on n'a pas eu le plaisir de vous recevoir. Oui, ça fait longtemps. Ça fait très longtemps, tout à fait. Mais absolument. Et puis il y a eu la période de confinement aussi, la fermeture des galeries. Maintenant, c'est la réouverture. Disons que j'étais confinée un peu avant. Hein. D'accord. Voilà. Alors actuellement, il y a une très belle exposition accrochée sur les 6 messes de votre galerie. Après confinement. Voilà. Oui, après confinement. Donc réouverture avec vraiment une très très belle exposition. Très il faut dire que les artistes ont bien travaillé aussi. Hein. Oui, au style durant varié. ce confinement. Absolument. Oui, donc le choix était vraiment judicieux. Hein. Il y a les artistes permanents de la galerie et puis il y a d'autres artistes aussi qui font leur entrée dans la galerie, de jeunes talents aussi. En pensant à Kézuit aussi. Non, pratiquement. Mariam Kézuit, c'est une ancienne. Plus ancienne, d'accord. Alors je me trompe de la galerie. Il y a le jeune nouveau, c'est Mohamed Khour. Donc on devait faire une exposition. De Sidi Balabès. On a eu le plaisir de recevoir ensemble, je pense. On devait lui faire une exposition bien avant. Bon, avec le confinement, tous les programmes sont chamboulés. On ne sait pas si on va reprendre après. Comme on est dans le spectatif, on attend tous.
Mais en attendant, on s'est dit, bon, allez, on fait une exposition. Vous étiez une des premières à réagir, hein, dès l'annonce de la reprise des galeries. Bah oui, moi ils ont dit reprenez le 7, j'ai repris le 7. Le 7, réouverture, réaménagement aussi. Tout à fait. Voilà, j'étais agréablement surprise. Comme vous avez vu le constater, on s'est arrangé pour qu'il y ait des limites de distanciation. Avec toutes les mesures barrières respectées. Des mesures barrières, donc impossible pour qu'il y ait 2 personnes comme ça côte à côte. Et puis bon, il n'y a pas foule, bien entendu. On s'arrange pour qu'il n'y ait pas foule aussi. Absolument. On fait très attention. Absolument. Nous avons une affiche à l'entrée indiquant aux visiteurs de porter leur masque et de faire attention. Le nombre de personnes est limité. Oui. Donc là, en général, nos clients, c'est-à-dire les habitués de la galerie, appellent avant de passer. Mais ceux qui sont de passage, il n'y a aucun problème. En général, il n'y a personne, donc je suis seule. Donc même s'il y a du monde, je m'arrange pour qu'on ne soit pas plus de 4 personnes. En fait, on peut être 4 personnes comme la dernière fois. Bien sûr, absolument. Alors cette exposition, elle regroupe pas moins de 10 artistes à peu près. 10 artistes, une dizaine d'artistes. En fait, ce sont les artistes permanents de la galerie. Et comme ils ont tous travaillé durant avant le confinement, en fait, ils ont travaillé bien avant. Et surtout pendant le confinement. Mais surtout pendant le confinement. J'ai dit non, on ne va pas attendre qu'il y ait quelque chose. Et allez, arrangeons, préparons et faisons un honneur à nos artistes. Voilà, seulement le hic, c'est qu'avec disons qu'avec cette pandémie, donc il n'y a pas de vernissage. Il n'y a pas de vernissage, mais rien n'empêche les personnes intéressées de passer et de venir visiter cette belle exposition. Enfin, ils vont la découvrir. C'est une très belle expo. Il y a du beau travail. Absolument. Et notamment avec la nouveauté de Mohamed Krour. C'est un travail très intéressant. Et puis ce qui est bien, je vais vous dire, peut-être c'est une situation qui apporte un peu de bien parce que les personnes qui passent, on arrive à débattre. Et on parle des tableaux, on parle des artistes, on parle des techniques, Et donc du coup, il y a débat, il y a échange, il y a partage. J'ai l'impression que les gens ressortent en mémorisant un peu plus les noms des artistes. C'est pas comme lorsque vous faites un vernissage, il y a du monde, c'est très beau, mais c'est juste une tournée. Quelques noms à citer je commence toujours par l'artiste phare de la galerie, c'est Abdelzak Hafian. Oui, qui est un artiste permanent de la galerie. C'est l'artiste permanent de la galerie. Quelques noms. Il y a Youssef Hafid. Youssef Hafid, Maryam Kizouit, Kamal Boussif, Sofiane Day, Shafa Ouzani et malheureusement un artiste qui nous a quittés. Oui, et Mohamed Krour qui est nouvellement, qui occupe quand même un bon mur. Absolument. Et malheureusement, un artiste que nous avons perdu, Mohamed Sasser Birahmo. D'ailleurs, je profite de cette occasion pour présenter mes sincères condoléances à sa famille et à la famille des autres artistes qui nous ont quittés aussi, Stambouli, en espace d'une soirée. Très peu, malheureusement. Oui, nous avons perdu 2 grands artistes aussi, 2 grands noms de la scène artistique. Stambouli, Birahmo et Al-Louch de Constantine aussi. On verra tout à l'heure. C'est bien dommage parce qu'ils tirent leur révérence, les artistes tirent leur révérence, donc on ait le temps de partager un peu plus avec eux et de profiter un peu plus. Et surtout pour la jeune génération, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas le temps de les côtoyer et de prendre de... Voilà, exactement. Mohamed Sazi, pardon, c'est un des artistes permanents de la galerie, mais qui vit au Canada. On a eu le plaisir de recevoir il y a quelques années de cela. Sa dernière expo chez moi, c'était en 2016. Et comme il vient chaque année pour rendre visite à sa famille, il en profite pour ramener ses nouveautés. Il est vraiment dans le patrimoine. Oui. On va voir ensemble d'ailleurs tout de suite votre reportage et surtout la belle exposition de la Galerie Haïda, voir un petit peu cet éventail de palettes d'artistes. On y va.
d'art. Il y a de très beaux objets, il y a de très beaux tableaux absolument. aussi. Donc il y a des objets, il y a des objets d'art, il y a de belles œuvres d'art. Il y a des bien objets ancrés dans le terreau aussi. culturel algérien. Vraiment un bon choix et j'ai trouvé. Et puis la galerie, faut le rappeler, elle est sur 2 niveaux. Elle est sur 2 niveaux. Tout à donc fait. pour rentrer, il y a le premier niveau. Alors le premier niveau, je l'ai voulu un peu contemporain. Voilà. C'est un espace ouvert et même l'exposition, elle est plutôt des œuvres contemporaines. Absolument. Et au premier niveau, c'est plus traditionnel. D'ailleurs, il y a même des plateaux de cuivre, de Zoulou, des objets revisités. Et des objets revisités. Donc, il faut absolument aller à la galerie. Carrément, parce qu'on ne peut pas tout voir à travers le reportage. Je vous donne un aperçu. Mais il y a vraiment des objets, il y a aussi des petits lampadaires, il y a des sculptures. Oui, alors les sculptures, les sculptures, c'est avec des produits recyclés, c'est de Hussein Yahya. Hussein Yahya, avec qui je prépare normalement une exposition. Je ne sais pas si, pardon, excusez-moi de vous interrompre, est-ce qu'on peut demander à Nessima de revoir les petites sculptures? On va en voir quelques-unes. On va voir, dès que les images seront prêtes, et vous pourrez commenter. Absolument. Et bon, là, parce qu'on avait un planning qui était arrêté, et il y a des expositions qui étaient en cours de préparation. Donc parmi les futurs exposants, il y a Hussein Yahya qui est dans la récup, il y a Mohamed Rebaha qui est dans la céramique d'art. Voilà, c'est ce qu'on voit. Alors ça, c'est Hussein Yahya. Alors là, je trouvais que c'était vraiment original. Très très beau. Hussein Yahya travaille beaucoup des scènes de vie. Ça, par contre, c'est Abdelghani Chebouch. Chebouch qui est ferronnier. Qui fait ferronnier d'art, voilà, et qui fait de très très belles choses. Bon, les œuvres de Rebaha, je ne les ai pas encore. Donc, Inch'Allah, on prépare une exposition. D'accord. Et qu'est-ce que j'ai aussi comme sculpture? Alors voilà, c'est Abdelghani Chebouch et... Il y a aussi Hafian, non? Hafian fait des petites sculptures. Des petites sculptures. Je ne sais pas si on peut les voir ici, qui sont assez intéressantes et très belles. C'est c'est complémentaire par rapport à ces tableaux en général. Là, on va revoir peut-être encore quelques œuvres. Puis on peut revoir aussi la baie d'Alger. Magnifique la baie d'Alger. On a un panorama. Là, vous voyez, tout au fond, on peut monter. Voilà, l'escalier. Ça, c'est Mohamed Kour. Deuxième niveau. Ça, c'est Mohamed Kour, qu'on a eu l'occasion de recevoir. Il fait un travail très, très intéressant, Mohamed Kour. Il est de Sidi Bel Abbès. De Sidi Bel Abbès, c'est vraiment un artiste qui a un chemin. C'est un artiste en devenir, franchement. C'est une technique, aussi une technique reconnaissable. C'est une technique reconnaissable, donc c'est-à-dire qu'il part avec un style particulier. Et comme il est tout le temps dans la recherche, je pense qu'il va s'améliorer et nous surprendre à chaque fois. Il travaille énormément sa matière aussi. Tout à fait, tout à fait, bien sûr. Là, ça, c'est de Bladji, ça, c'est Saïd de Bladji. Qui est un artiste qui n'est plus à présenter. Avec un encadrement aussi typique, qui est aussi joli. Alors, l'encadrement est très important. Il y a des tableaux qui sont encadrés par les artistes directement. Alors, je ne sais pas, tout à fait au fond, on peut voir la sculpture de Hafian. Très jolie. Et la petite table là, c'est parmi les objets un peu revisités. C'est Hamouche, non? Alors, c'est décoré par Hamouche, mais revisité par moi. D'accord. C'est bien. Voilà. Vous lancez aussi dans les... Bon, c'est dommage que j'ai pas les abat-jours là. On n'a pas les petits bakaradj, justement, vous laisserez la surprise aux visiteurs. Ils viendront voir. Il y a de très belles choses à voir lors de cette belle exposition à la galerie Aïda. On n'oublie pas donc de situer qui se retrouve du côté de Chiraga. Du côté de Chiraga, non loin d'un hôtel bien connu à Chiraga et d'une pâtisserie aussi bien connue à Chiraga. Très bien. Voilà.
En tout cas, merci d'être venu. Merci à vous. On donne l'occasion de dire de plus en plus donc l'exposition est toujours en place jusqu'où? Oui, ben, elle va durer quand même. Tant qu'on est en confinement, enfin, dans cette période de pandémie, on ne peut pas organiser d'expositions individuelles. Ni de rencontres littéraires. Ni de rencontres littéraires comme on le faisait habituellement. Oui. Mais rien n'empêche les personnes et les initiés de passer, de visiter et d'encourager les artistes. Voilà. Et puis, on n'oublie pas de rendre hommage encore une fois, donc vous les avez cités tout à l'heure, à Alalouche. Mohamed Sessi aussi. Alors, monsieur Alalouche qu'on voit à l'image, et puis lui qui est donc à Constantine, était à Constantine, est connu à travers ses œuvres, son travail, surtout son engagement avec son engagement. Voilà, il a beaucoup aidé les jeunes et c'est Mohamed Stambouli qu'on a eu le plaisir de recevoir. Voilà. Qui ont tous laissé une empreinte. En tous les cas, l'artiste ne meurt jamais. Il laisse toujours une empreinte et il laisse toujours une âme. Une âme, voilà, à travers ses œuvres. En héritage. Et puis, on peut dire qu'ils ont marqué de leur empreinte l'art pictural. Ils ont vraiment marqué, absolument. Et puis, je sais que Stambouli était très active avec les jeunes talents. Donc je pense qu'il a dû laisser absolument, et puis il a eu une empreinte comme ça. Il a enseigné à l'école régionale des Beaux-Arts. Sa dernière exposition, ma dernière rencontre avec cet artiste date de 2017-2018 à peu près. C'était à Bouffée d'Art et on aura l'occasion d'y revenir pour lui rendre hommage et rappeler encore son travail, rappeler un petit peu son engagement. Il a un long parcours, il avait un style assez particulier. Tout à fait. Il était très original aussi comme artiste. On en parlera. Absolument. Mais merci beaucoup. Merci encore une fois. Merci Nassiba. Merci à vous. Bonne journée. Merci, et puis à la semaine prochaine. Inch'Allah. Voilà. Bon courage pour cette belle exposition. On viendra voir de plus près. J'espère voir tous ces objets qui, bien sûr, font aussi la galerie également. Merci. Eh bien, on va continuer. On va rester dans les arts et découvrir un jeune talent cette fois-ci que Fariel Hamdi a rencontré pour nous. Portrait du jeune étudiant artiste peintre autodidacte Walid Tirwart. Et on se retrouve juste après. Il est jeune, dynamique et talentueux. Étudiant en génie civil, spécialiste dans l'art plastique et la peinture. Comment cet artiste peintre vit-il le confinement pendant cette crise sanitaire? J'ai commencé le dessin à l'âge de 8 ans avec mon père. C'est un architecte de formation. Donc il dessinait des plans et tout. J'ai essayé de produire les plans et tout. Donc ملي دخلت فيها le dessin دخل في الدم ديالي. Alors après بديت la peinture, بديت وحدي, j'étais autodidacte. J'ai fait la première exposition ديالي مع monsieur Kehlan, autodidacte art. Donc c'était ma première expo. Après j'ai eu l'honneur de connaître monsieur Laraba, c'est un grand maître de la peinture algérienne. Donc j'ai suivi des cours avec lui. Pendant 6 ans هكذاك. Bon, on est confiné, mais on est à jour مع la peinture ديالي, مع les dessins ديالي, مع قرايتي ثاني parce que j'ai préparé mon mémoire en septembre ان شاء الله. Donc حاجه ما حبستني. On est confiné, mais كل واحد هذه الدنيا, donc كل واحد يدير واش مكتب له. Des instants, des moments simples qui lui font prendre soin de la vie sous toutes ses formes. Une créativité à toute épreuve et une ingéniosité sans pareil sont les meilleures œuvres que de nombreux artistes peintres ont réalisées en cette période de confinement. Walid Tirwart, ce jeune artiste peintre autodidacte, raconte sa vie et son travail en cette crise sanitaire. La culture algérienne est très riche. Donc mon souhait le plus cher, c'est de transmettre la culture algérienne à ma génération. C'est mon souhait le plus cher. Donc je transmets les huiles, la casbah, la mérouti. Donc les amis يعرفوا la culture ديالنا parce qu'elle est très vaste. Les choix des couleurs على حسب le temps ديالنا. Donc كما تشوفي la baie d'Alger عندنا هذاك le blanc, le bleu, le mauve هذاك. Donc كاين des couleurs les
شغل يتاتير باش ديري لو ديسان باش ديري لو طابلو ديالك هذاك. Walid, c'est un jeune qui a beaucoup de talent, que j'ai découvert, que j'ai connu il y a 6 ans. Donc ça fait 6 ans déjà. Il a participé à un concours que j'avais organisé en 2016. 2016, c'est ça? 2016. Un concours autodidacte art. C'est un concours pour encourager les jeunes artistes comme Walid. Son travail, bon, Walid, il est excellent parce qu'il touche un peu à tout. Il fait du cubisme, il passe à l'orientalisme. Il est un peu aussi comme moi, il touche un peu à tout. Et maintenant, il est passé complètement à l'oriental, quoi. Là, quand vous voyez ce tableau, il représente un mausolée avec de la peinture à l'huile. Voilà. Walid, et à travers ses œuvres, nous emmène dans de beaux endroits reposants, aux couleurs vives, aux lumières et aux paysages magiques. Très joli travail, en tout cas on l'encourage, ce jeune artiste autodidacte. Et puis on salue notre artiste Kahlen. On va découvrir tout de suite et à présent donc comment notre ami Samy va nous faire voyager à travers l'architecture, à travers aussi de nouveaux termes en matière d'architecture, en matière aussi d'innovation et donc de style de vie. Sa rubrique c'est style de vie. Samy Hamoud est parmi nous, il est architecte, designer. Bonjour. Bonjour Amel, bonjour à tous. On a toujours plaisir de vous recevoir pour nous faire donc voyager. Vous nous faites voyager à chaque fois à travers des nouveautés, surtout la technologie, ce que peut apporter la technologie en matière d'innovation dans le domaine de l'architecture. Complètement. Alors aujourd'hui, on va un tout petit peu s'éloigner de l'architecture. Oui. On va un peu bifurquer pour mieux y revenir la prochaine fois. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est très d'actualité actuellement, qui sont les intelligences artificielles. Grâce à qui aujourd'hui, on peut laisser sa voiture conduire à sa place, on peut appeler sa sœur sans savoir à prononcer son prénom à son téléphone, ou tout simplement pouvoir incruster son visage sur une vidéo ou une image rigolote d'un clic. Mais les intelligences artificielles, c'est quoi? Grosso modo, une intelligence artificielle est un super logiciel qui a appris à apprendre pour réaliser des tâches complexes à la place des humains. Voilà, exactement, là, ça a fait peur à beaucoup. C'est vrai que ça prend énormément d'ampleur. Il y a des espèces de salons qui travaillent uniquement sur cela au niveau international. Et c'est vrai que ça fait peur beaucoup à certaines personnes. Il y a des pertes d'emploi. Donc, dans certains cas. Ça soulève énormément de questions, mais avant d'arriver à ces questions, qu'elles soient d'ordre professionnel ou surtout d'ordre éthique actuellement, on va commencer à essayer de comprendre comment fonctionnent les intelligences artificielles. En fait, on va essayer de les expliquer d'une manière extrêmement simple, avec un langage très simple, en omettant bien sûr certains détails techniques. Donc déjà, pour essayer de cerner un peu l'intelligence artificielle, où est-ce qu'on retrouve l'intelligence artificielle et où est-ce que vous allez retrouver dans votre quotidien l'intelligence artificielle? L'intelligence artificielle, vous la retrouvez à Amel, par exemple, sur votre téléphone. Donc vous avez certainement fait l'expérience déjà ce matin, en tapant un petit texte sur votre téléphone, vous avez un correcteur automatique. Vous avez une prédiction de mots. Voilà. Ou alors vous donnez un ordre à votre téléphone. Et c'est ça l'intelligence? Exactement. En fait, l'intelligence artificielle est un autre programme qui fonctionne en parallèle du téléphone et qui va en fait apprendre à vous reconnaître, à apprendre votre style d'écriture, votre style, votre vocabulaire, et il arrivera à prévoir ce que vous allez dire. Donc c'est là réellement l'utilité d'une intelligence artificielle. C'est un gain de temps, par exemple, dans l'écriture d'un message ou dans la rédaction d'un mail. Aujourd'hui, c'est utilisé dans tous les domaines. Au niveau de la justice, au niveau bien sûr de plein, dans le médical surtout aussi. C'est ça, dans le médical, mais ce qui nous intéresse aussi actuellement à nous, consommateurs et grand public, c'est par exemple par rapport à l'autonomisation des véhicules. Donc par exemple, ce qu'on va voir sur le premier visuel, c'est comment une intelligence artificielle va reconnaître et voir la route. Donc là, voilà. Est en train de voir. Exactement. Donc là, voilà. Donc ce que vous voyez en vert, c'est la vision de l'intelligence artificielle par rapport au tracé de la route. Donc l'IA, donc intelligence artificielle IA, donc pour l'acronyme, voilà, va reconnaître les obstacles. Donc elle va encadrer tout ce qui est obstacle mouvant en vert. Pour reconnaître qui bouge et qui ne bouge pas. Elle va aussi reconnaître les panneaux de signalisation pour s'adapter par exemple à la vitesse, au feu rouge et au feu d'intersection. Mais aussi, elle va pouvoir reconnaître les situations potentiellement accidentogènes ou potentiellement à risque. Comme c'est une intelligence artificielle, elle est capable de prendre des initiatives et éviter une situation possiblement accidentogène. Et là, on va commencer à comprendre comment fonctionne une intelligence artificielle. Donc une intelligence artificielle va se baser sur ce qu'on appelle un algorithme. Mais qu'est-ce qu'un algorithme? Un algorithme, c'est comme une recette de cuisine. Dans une recette de cuisine, on a des ingrédients de base. À partir de ces ingrédients de base, si on suit bien la recette, on obtient un résultat, par exemple des crêpes.
Un algorithme, c'est exactement la même chose. Les données brutes sont les ingrédients, mais la liste, la suite de commandes informatiques qui est injectée à l'algorithme est la recette. Si on suit bien la recette, donc on pourra obtenir un résultat. D'accord. Là, je vais essayer d'éclaircir ce discours un petit peu obscur par un exemple. Donc, imaginez par exemple, aujourd'hui, je vais utiliser un moteur de recherche, qui sont pas obsolètes parce qu'on va utiliser un moteur de recherche qui n'utilise pas d'intelligence artificielle, mais uniquement des algorithmes. Et à ce programme de recherche, je vais lui demander de me montrer une photo de vous, par exemple ML, en lui disant « montre-moi une image d'ML Canal Algérie ». D'accord. Donc on va voir l'illustration sur le deuxième visuel. Donc là, par exemple, c'est une image qu'on va retrouver de vous sur Google. C'est donc ça ma surprise. C'est ça. Donc voilà, aujourd'hui, vous êtes mon sujet d'expérimentation. Ok, on y va. Donc voilà, donc imaginons que par exemple sur le premier visuel, donc on a votre image avec l'étiquette ML Canal Algérie. D'accord. Donc l'algorithme, ce qu'il va faire quand on va écrire ce mot-clé, il va aller chercher dans sa base de données. Une base de données est une bibliothèque numérique. Très bien. Dans cette bibliothèque numérique, il va chercher toutes les images comportant cette étiquette-là, qui est le mot-clé ML Canal Algérie. D'accord. S'il trouve une autre photo de vous, par exemple comme sur le troisième visuel, où il y a juste l'étiquette ML, il ne va pas me la montrer. Ok. Donc on en revient à l'exemple de base, c'est un ingrédient qui manque, pas de recette possible. Et l'algorithme sera incapable de vous reconnaître. Et c'est là où l'intelligence artificielle devient complètement intéressante et complètement d'actualité. Parce que l'intelligence artificielle, c'est un logiciel qui apprend. Donc il va, quand on va lui demander une commande, par exemple, si on revient à l'exemple de la recette de cuisine, quand il fera face à un manque d'ingrédients, comme chez nous dans nos cuisines, on pourra aviser et remplacer cet ingrédient pour un résultat plus ou moins similaire. L'intelligence artificielle fera la même chose. Quand je vais écrire, par exemple, je vais taper mon mot-clé dans sa base de données ML Canal Algérie, il va commencer en première étape à chercher toutes les images qui comportent cette étiquette-là. C'est extrêmement complexe parce qu'à l'époque, c'est vrai que beaucoup, les chercheurs dans le domaine de l'informatique avaient travaillé sur cela depuis déjà bien longtemps. Il y avait quand même un certain nombre de mots qui étaient enregistrés au niveau des ordinateurs. Aujourd'hui, c'est vraiment presque à l'infini. C'est à l'infini. C'est à l'infini parce qu'il y a des connexions neurales qui se passent tellement à des niveaux tellement élevés que la technicité est arrivée. Même l'intelligence artificielle devient opaque pour son créateur. C'est incroyable. C'est ça. Et pour en revenir, voilà, à votre exemple. Donc là, le logiciel va chercher dans sa base de données, il va gratter pour trouver, par exemple, toutes les images comportant l'étiquette de départ. D'accord. Mais à cette fois-ci, il va aussi les comparer aux images sans l'étiquette, qu'il a refusé de nous montrer en premier lieu. D'accord. Mais cette fois-ci, au lieu de s'attacher uniquement à l'étiquette, on va le voir sur le visuel suivant, il va commencer à essayer de reconnaître des éléments qui ne changent pas. À savoir les yeux, la forme de la bouche, la taille du nez et la position de tous ces éléments les uns par rapport aux autres. En parallèle, il va commencer à identifier les éléments qui vont changer. Votre coupe de cheveux, la couleur de vos vêtements, la couleur de l'arrière-plan ou complètement l'arrière-plan. Et à partir de cet apprentissage, donc il va créer ce qu'on appelle une empreinte numérique de votre visage. D'accord. Et cette empreinte numérique de votre visage, il va commencer à la superposer aux images sans l'étiquette ML Canal Algérie. Donc j'ai pas intérêt à changer, sinon on me reconnaîtra pas. Il vous reconnaîtra. C'est ça qui est incroyable. Parce il me reconnaîtra quand même. Sauf si vous arrivez à changer l'écartement de vos yeux par rapport à votre nez et à votre bouche, à ce moment-là, il vous reconnaîtrait pas. Une prise de poids, une maigreur, pareil. C'est des données qui ne changent pas. En fait. D'accord. Ça c'est utile par exemple au niveau de la police, de la justice, des aéroports. C'est ça, des aéroports, et même par rapport à notre niveau à nous, par exemple sur les réseaux sociaux. Donc là, en fait, on a des images, on a le réseau social, par exemple, qu'on connaît tous, le Grand Bleu. Donc il arrivera à nous reconnaître, soit sur nos photos, soit à reconnaître nos amis, grâce à cette empreinte numérique. Et c'est là où des questions commencent à se poser par rapport à la protection des données et à l'éthique surtout. Exactement. Où est-ce que va se situer C'est une image d'éthique aujourd'hui. Exactement. Beaucoup donc, de questionnements autour de l'éthique et surtout faire dire à certaines personnes ce qu'on n'a pas envie de dire, etc. Ça, c'est très dangereux aujourd'hui. Exactement. Et vous arrivez exactement là où je voulais en venir. Donc, si on reprend toujours votre exemple de base de la recherche photo vous concernant, c'est comment aujourd'hui pouvons-nous empêcher ces intelligences artificielles qui sont complètement autonomes de pouvoir créer une image de nous, une empreinte virtuelle de nous et l'utiliser à mauvais escient, comme par exemple sur ce que vous étiez en train d'évoquer, qui est le deepfake. On va le voir sur la vidéo suivante. Donc c'est une vidéo qui va illustrer comment le deepfake, qui est une technique pour remplacer ou mettre le visage de n'importe qui sur n'importe qui pour faire dire n'importe quoi à n'importe qui. Et ça, c'est dangereux. Et là, par exemple, vous voyez une scène qui est tirée du James Bond Dr. No. Donc à gauche, l'image originelle avec Sean Connery, à droite, un deepfake de Burt Reynolds. Et là, on a l'impression que c'est Burt Reynolds qui a tourné le film. L'illusion est parfaite.
Et c'est fait avec un simple petit ordinateur. Là, vous avez à gauche l'image originelle, à droite le visage de Sir Ian McKellen, qui est incrusté en temps réel. Wow. Et là, si on attend un peu, on va passer à un deuxième autre visage, d'un deuxième acteur dont j'ai oublié le nom. Ouais. Voilà, ça va arriver dans pas longtemps. Ah oui. Voilà. Et l'illusion est parfaite. Si on occupe l'image de gauche, on aura l'impression que l'image originale est celle de droite. Wow. Et c'est là en fait où ça commence, il peut y avoir des dérives. Il peut y avoir des dérives, et il y en a eu au niveau donc, de l'actualité, et ça a fait donc débat, etc. Exactement. Faire dire des choses, et surtout en politique, ça devient très grave. C'est ça, c'est ça. Et ces questions d'éthique, on se les est posées partout dans les universités qui travaillent sur les intelligences artificielles, et la première réelle réponse a eu lieu à Stanford, qui est une université américaine, en 2014, qui a décidé d'inclure plus de sociologues et plus d'anthropologues au programme de recherche scientifique et de recherche en intelligence artificielle pour essayer d'injecter de l'éthique. Et en parallèle, dans toute la formation des nouveaux ingénieurs et mathématiciens, ils sont sensibilisés aux questions d'éthique et formés aux questions d'éthique pour qu'ils puissent les injecter directement dans leurs intelligences artificielles. Donc voilà, il y a un début de solution, il y a des dérives, l'intelligence artificielle est en train de faire partie de notre quotidien, fera partie de notre quotidien. Elle arrive à solutionner énormément de choses, elle aide énormément de monde, comme les médecins pour la lecture des radiographies ou tout simplement un autre Comme aujourd'hui, dans la recherche donc, du Covid par exemple, ou carrément pour essayer d'aller chercher donc, des objets ou aller voir, prendre des patients, et on en voit aussi des robots qui sont formés, des infirmiers. On a vu des exemples comme ça où c'est des infirmiers qui vont prendre la température, mais c'est des véritables robots. C'est ça, c'est vraiment schématique. C'est ça, mais c'est grâce à cette intelligence artificielle que ce robot-là, le robot infirmier, réussira en fait à comprendre une situation et à aviser par rapport à un malade. S'il arrive à solutionner le problème, par exemple donner un verre d'eau ou appeler ou juste avoir à faire une action basique, il la fera. S'il voit que la situation le dépasse, il pourra prendre l'initiative d'appeler le personnel soignant. Exactement. Voilà. Et c'est là où c'est complètement révolutionnaire. C'est complètement bluffant. C'est ça. Alors il y a des visites virtuelles aussi qu'on arrive à faire avec ces espèces donc, de réalité virtuelle, avec cette intelligence artificielle. Et quand vous allez aujourd'hui dans un magasin, vous avez des vendeurs aussi qui sont remplacés par des espèces de robots qui vont vous indiquer où aller, etc. Et même les métiers de la télé sont en danger. Parce que je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais le premier présentateur numérique chinois existe depuis 2 ans. Donc par exemple, en fait, il a été créé pour pouvoir faire face aux faits d'actualité, aux urgences, aux flash infos par exemple qui interviennent vers 2-3 heures du matin. Il suffit juste de taper le texte et l'intelligence artificielle pourra en fait s'occuper de modeler le visage, de lui donner des expressions en fonction de la gravité de la news qu'il est en train d'évoquer. Et voilà. Waouh, ça fait peur. Quelquefois, on a des vidéos ou carrément des audios où c'est une voix qui est un petit peu robotisée. Là, on le sent que c'est quand même artificiel. C'est plus le cas. C'est plus le cas? Oui, parce maintenant, que c'est réel. Oui, ça. depuis 2 ans, la mise sur le marché public a commencé à peu près 1 année. Donc, c'est les assistants Google qui arrivent maintenant à parfaitement imiter la voix, l'intonation. C'est ça. Il y a un pas extrait. D'accent. Pas du tout. Il y a un extrait qui était en anglais. C'est pour ça que je voulais pas ramener aujourd'hui, mais il y a pour la keynote Google d'il y a 2 ans, l'assistant envoyait un assistant virtuel. Vous pouvez la trouver d'ailleurs sur internet. Un assistant virtuel en fait prenez rendez-vous pour vous chez le coiffeur. Donc la seule instruction que vous donnez à votre intelligence artificielle, c'est prends-moi un rendez-vous entre 10 et 11 heures par exemple. Et là l'assistant, vous le voyez, il appelle le salon de coiffure en disant bonjour, je suis l'assistant personnel d'un tel. Je veux prendre rendez-vous. Là vous avez la coiffeuse qui lui dit oui, à quelle heure? Il dit vers 10 heures. Non, 10 heures c'est pas possible. Vous voyez que même l'intelligence artificielle commence à avoir des mimiques humaines, du genre, à un moment, elle a émis un son du genre ça m'intéresse pas trop. Et c'est là où c'est effrayant, parce que là, vous ne savez plus à qui vous avez affaire. C'est presque des clones. Ça. Alors, restez avec nous, Samy. On va prendre donc tout de suite un Skype. On va s'intéresser à un petit peu autre chose, cette fois-ci au recyclage. Est-ce que peut-être l'intelligence artificielle va un jour traiter donc, du recyclage? En tout cas, c'est intéressant. C'est aussi l'initiative d'une personne du côté de Tlemcen. Il s'agit de Nassim Hassain. Bonjour et bienvenue parmi nous. Bonjour, merci pour l'invitation. Alors, vous êtes très actif dans ce domaine-là, le recyclage. Parlez-nous un petit peu de ce que vous avez donc réalisé en ce moment avec cette belle initiative. Moi, je recycle des bouts de bois. Cette initiative, elle est devenue possible grâce à un groupe sur les réseaux sociaux, la recyclerie.
Donc, j'ai partagé mes premières créations et ça a fait un boom sur ce groupe. Et c'est eux qui m'ont encouragé. Oui, et c'est eux qui m'ont encouragé à créer plus. C'est un groupe qui est très, très actif et qui est très porté sur le vélo. Ce genre de petites figurines, comme on le voit sur l'écran. C'est magnifique. Tout ce que je trouve autour de moi, des vis, des bouts de bois, des écous. Donc j'utilise tout ce que j'ai dans mon atelier pour créer ces petits personnages. Alors, au lieu d'en faire une exposition, vous les avez mis sur les réseaux sociaux, vous avez exposé carrément virtuellement ce que vous faites et vous avez eu un répondant. Voilà. J'ai commencé avec des figurines que j'ai postées. Ça a fait énormément de bruit, ça m'a encouragé à créer plus et le groupe respecte une certaine charte. Donc il y a chaque fin samedi du mois une journée spéciale dédiée aux artistes. Donc j'expose chaque mois les nouvelles créations que je fais pour les exposer. Voilà, oui, et ça prend un petit peu de temps puisque vous allez, vous faites de la récupération, vous ramassez sur la plage, à l'extérieur, des bouts de bois, des petites pierres et vous en faites des objets comme ça avec une petite âme. Voilà. Comme ce monsieur qui est derrière moi, que j'ai fait à partir de planches de chantier. C'est ce qu'on utilise dans les chantiers. J'ai trouvé un bout que j'ai récupéré, pensé et que j'ai transformé en ce personnage. Voilà, en tout cas, bravo. Et vous aviez cette âme d'artiste auparavant ou vous avez découvert ça durant le confinement? Depuis tout petit, j'aime toucher, j'aime fabriquer des choses avec mes mains. D'ailleurs, j'en casse beaucoup d'objets juste par curiosité pour savoir comment ça fonctionne. Je suis très tactile, donc j'aime toucher des choses, j'aime créer et réparer les choses. Donc, c'est à partir de là que ça a commencé. Eh ben, en tout cas, on vous souhaite... Oui, allez-y. Oui, j'avais plein de bois que j'ai utilisés auparavant, donc je ne voulais pas les jeter pour ne pas polluer. Donc, j'ai essayé la meilleure manière de leur donner une deuxième vie. En tout cas, merci beaucoup. Bravo à vous, Hassaïn, Nessim. Et on a été ravis donc, de faire connaissance avec vous. On vous dit à très bientôt, pourquoi pas, un jour sur notre plateau avec ces belles œuvres. À bientôt, oui, pourquoi pas. Hein. Merci beaucoup et bonne chance. Eh bien, on continuera à vous faire donc voyager à chaque fois, peut-être avec comme ça des artistes, des personnes qui veulent partager avec nous quelques passions. Encore une fois, ça a été un plaisir. Eh bien, Samy, merci beaucoup pour l'intelligence artificielle. Ça dénote hein, de l'intelligence artificielle. Ça, c'est dans le recyclage, c'est avec beaucoup d'émotions, c'est avec... C'est ça, ça contraste vraiment avec la froideur d'une intelligence artificielle. En tout cas, on y reviendra, Inch'Allah, à travers votre rubrique, à travers aussi d'autres belles choses que vous nous ferez découvrir dans Style de vie, dans votre rubrique. Et puis, on vous dit à bientôt. À très bientôt. À très bientôt. Merci beaucoup, Samy, et bonne chance et bonne journée. On continue cette fois-ci avec une campagne de sensibilisation. Ça s'est passé du côté d'Ouargla. Et notre journaliste Hamza Mouzaoui nous fait découvrir cette belle initiative avec la protection civile et surtout donc une belle initiative à découvrir du côté d'Ouargla. Regardez. Nous sommes dans la wilaya de Ouargla. Une campagne de sensibilisation a été organisée par la direction des affaires religieuses avec la collaboration de la direction de la protection civile de la wilaya. Objectif, inciter les habitants de la région au respect des gestes barrières, notamment le port du masque de protection et la distanciation physique. Afin de mieux protéger et sensibiliser un maximum de personnes, la direction de la protection civile de la wilaya de Ouargla participe à cette campagne qui a été lancée par la direction locale des affaires religieuses et qui va cibler toutes les communes de la wilaya afin de sensibiliser les Ouarglis à respecter les gestes barrières et les horaires de confinement. Plusieurs imams ont également participé à cette campagne afin de faire passer le message aux habitants de la wilaya avec un seul mot d'ordre, le strict respect des mesures barrières. Les imams font leur devoir au niveau des quartiers en sensibilisant les habitants à leur manière. Nous, en tant qu'imams, nous sommes là pour sensibiliser les citoyens et pour leur expliquer qu'à cause de leur négligence, les gens sont en train de mourir, même leurs proches meurent à cause de la Covid-19. Nous avons d'ailleurs émis une fatwa qui stipule que toute personne consciente qu'elle est porteuse de ce virus et qui le cache, ne fait pas attention aux autres ou ne se confine pas,
est considéré comme ayant commis une infraction grave, à savoir un homicide quasiment volontaire. J'appelle tout le monde à respecter la distanciation sociale et à porter un masque protecteur afin de préserver la santé de nos sœurs et frères musulmans. Un appel qui vient du cœur à prendre en considération en ces temps de crise sanitaire. Voilà, beaucoup d'initiatives partout sur le territoire national. Et il y en a une qui a aussi attiré notre attention. Ça s'est passé donc du côté de Miramar avec cette association, l'association El Afar. Avec nous, Faria El Achouri. Bonjour. Oui, bonjour, merci pour l'invitation. Vous êtes donc secrétaire général de l'association El Afar El Jamil. Voilà. Miramar, Raïs Hamidou. Vous êtes aussi avec le président Abdelwahab Qaidi. Bonjour, président de cette association. Président de l'association Affaires El Jamil, c'est gentil de votre part de l'invitation aussi. Merci. En tout cas, c'est une association qui a déjà quelques années d'âge, donc créée en 2012. 2012, c'est ça aussi. C'est ça. Et vous étiez toujours dans l'éducation, donc surtout de la sensibilisation. La sensibilisation, culture, environnement. Donc, on a touché à tout depuis 2012. Donc, il y avait beaucoup de problèmes que l'association a pu quand même régler certains problèmes qui existaient dans la commune de Res Hamido, juste au niveau de Miramar. D'accord. Et là, vous avez quand même décidé d'agir et vous n'êtes pas resté confiné pratiquement? Non, je ne suis pas resté confiné pendant toute la période du mois de mars, le confinement, quand ils ont commencé. Nous, on avait l'autorisation et puis on était sur le terrain, sensibiliser les gens, travailler quotidiennement. Et puis, il y avait aussi les problèmes des gens qu'ils ne respectaient pas aussi le Covid-19. Donc, on était là sur le terrain de sensibiliser, de leur demander de porter la bavette, le masque et tout ça. Donc, on était sur le terrain à chaque moment, jour et nuit. Voilà, et en tout cas, il y a comme ça. On vous a vu également, Friel, sur le terrain, essayer de sensibiliser un maximum avec donc, des gestes, des distributions donc, de masques, de protection, du gel à distribuer aussi aux automobilistes. C'était une action comme ça envers les citoyens. Oui, alors nous, je vous dirais que l'initiative a été faite au bout de 5 jours parce qu'on a vu que le virus Covid-19 est rentré dans notre quartier. C'était vraiment l'alarme qui avait sonné, il fallait agir. Il fallait agir, alors on a décidé avec les jeunes du quartier. Le programme s'est fait en 2 parties. Le jour du vendredi, on avait fait le nettoyage de tout le quartier et la journée où vous étiez vous-même présent avec nous sur le terrain, c'était la journée où on avait fait la sensibilisation. On a fait distribuer les bavettes aux commerçants sur la route nationale pour les citoyens qui passaient. Et aussi, on a distribué aussi des gels alcoolisés, des flyers qui montraient les règles sanitaires. Il y avait aussi l'organisation qui a été faite, c'était en collaboration avec des autorités qui nous ont aidés pour... Ils vous ont encadré et vous ont accompagné pour cette belle initiative. Eh bien, on va voir tout cela en images, puisque notre journaliste Faria El Hamdi vous a rencontré, a travaillé avec vous et vous a vu à l'œuvre. On y va, à travers ce reportage. Une journée de sensibilisation au danger du coronavirus a été organisée par l'Association des Beaux Horizons en collaboration avec plusieurs établissements publics. L'objectif de cette journée est de se rapprocher davantage des différentes franges de la société afin de les sensibiliser aux risques du Covid-19 et aux moyens d'y faire face. Faria El Achour, vice-présidente de l'association, a indiqué dans ce sens qu'il s'agit de faire connaître les conditions d'hygiène quotidiennes devant stopper la propagation de cette pandémie, dont le port des bavettes et du gel désinfectant, le lavage des mains et la couverture de la bouche et du nez en cas d'éternuement ou de toux.
comme on est en train de voir que le taux du virus, c'est un taux qui est vraiment très élevé en ce moment, on s'est dit pourquoi pas faire une journée de sensibilisation en aide avec le Kshefa et aussi avec les jeunes du quartier qui sont vraiment motivés pour ça, afin de pouvoir les sensibiliser concernant tout ce qui est de mettre les bavettes, respecter les distances, essayer de ne pas avoir des groupes dans le quartier, etc. Et surtout la propreté, il faut toujours essayer de nettoyer devant chez eux. Et tout ça, c'est pour faire en sorte que le virus ne soit pas plus propagé, vu que dans notre quartier, on entend qu'il y a des cas. On ne parle pas de la commune, mais dans le quartier lui-même, on entend qu'il y a des cas. Et tout ça, ça fait vraiment peur. Il faut prendre les choses au sérieux. Et c'est ça qui nous a poussé à faire cette initiative afin de pouvoir sensibiliser la citoyenneté de notre quartier. Il a été procédé à la désinfection et stérilisation des rues de Miramar et de Raïs Hamidou. Ces opérations ont concerné également les parties communes, telles les escaliers, les halls d'entrée des immeubles, les places publiques et quelques magasins. Je suis membre à l'association Afar Jamil Miramar. Je suis très contente et heureuse. On va sensibiliser les gens aujourd'hui, bien sûr. On va distribuer les bavettes, les affiches et tout. Donc, il est essentiel de prendre ce virus en considération, car notre avenir est entre nos mains. Notre vie est entre nos mains. Donc, il est temps de s'entraider. Surtout le peuple algérien, s'il vous plaît, soyez conscients. Le coronavirus Covid-19 est très dangereux, voilà, nuisible. لقينا شغل بديناها بحاجه صغيره حتى ولينا نعقموا كاع الحومه ونديروا دي بينيفولا كاع عفايس خفاف برك عشينا منيطوين كاع الحومه راح نعقموا كاع الحومه ماذا بينا نعقموها ونوعيو الناس باسكو الناس هي دايرتها استهزاء هي جايبتها بالساهل وهي ماشي سهله ما نهضروش كاين ديكا ما نهضروش برك لينا برك البارح بان كاب في الحومه في هذه الحومه الناس هي جايبتها بالساهل واحد يسلم الاخر يخمس الاخر يعوم واحد يا ماشي حاجه سهله ماذا بينا ما يتسالموا ما يتخامسوا ما من الخميس ما تخامش سلام من البعيد ماذا بينا يلبسوا لي بافا ديالهم ماذا بينا ديزانفيكتيو يديهم ما عم باليش ماذا بينا قبل ما يخمم على راه يخمم على دارهم او يدخل عند يماه عند بابا يخمم فيهم. وان شاء الله هاد اللجان يعرفوا واش حاب يقول الثقافه ويعرفوا واش حاب يقول الكورونا. هذا واش نقول ان شاء الله يترباو برك هذا ما كان. وللاسف الشديد كذلك راه الطبيب هو اللي راه يدفع في الثمن الان. الطبيب هو اللي راه يستقبل هذا المرضى هذا وراه ياخذ هذه العدوى هذه. احنا نتمناو من المواطن الجزائري والمواطن العاصمي والمواطن في بلديه الرئيس حميدو يتوعى لهذه الظاهره هذه ويقوم بالاحتياطات الصحيه اللازمه هو والعائله ديالو والانتوراج ديالو. Des citoyens et des commerçants de cette commune ont adhéré à cette initiative de prévention contre ce virus, appelant par la même occasion à la multiplication de telles initiatives à l'avenir. Voilà, ça a bien bougé du côté de Miramar, oui. Avec vos actions, avec surtout les jeunes qui sont avec vous, ils sont à fond aussi. Hein. Oui, sincèrement, les jeunes, ils sont vraiment motivés. D'ailleurs, l'initiative, quand elle a été décidée, ils n'ont pas dit non, ils sont tout de suite répondus à notre aide, à notre appel. Voilà, ils étaient présents. D'ailleurs, même sur le reportage, vous pouvez le confirmer, le constater. D'ailleurs, tous les jeunes qui sont bénévoles, c'est des jeunes du quartier. Oui. Ils habitent à proximité, ça veut dire qu'ils voient eux-mêmes les gens comment qu'ils souffrent de ça. D'ailleurs, on a décidé de faire un appel aux gens, de leur donner un numéro s'ils ont besoin de courses, s'ils ont besoin d'avoir des trucs, le minimum, ils font appel à ce numéro-là. Nous ferons nous-mêmes l'action de leur remettre s'ils ont besoin je dirais du matériel. Nécessaire. Le minimum, voilà, tout ce qui est nécessaire, on voudra leur rapporter jusqu'à leur maison, comme ça ils restent confinés, ils ne sortent pas. Parce qu'ils peuvent être porteurs sains
mais il peut aussi... Et ne pas le savoir et contaminer le reste de la population. Voilà. Nous, ce qu'on avait fait aussi, on avait mis des distributeurs de gel devant chaque magasin pour au moins, s'il y a des gens qui veulent faire des courses, qui se désinfectent les mains, pour s'ils prennent des produits, ils ne vont pas laisser 600. Voilà, ils ne vont pas contaminer les autres. Moi, je prends un produit, vous passez derrière moi, vous allez prendre le même produit que moi, je n'ai pas acheté. On a tous tendance à toucher peut-être. Voilà, et tout ça, c'est des gestes barrières, je dirais. Et surtout des habitudes qui vont donc entrer, bien sûr, aujourd'hui dans notre vie actuelle. Alors, c'est des actions que vous avez menées, mais vous continuerez à mener, puisque vous avez une action avec les médecins aussi. Et puis, nous avons décidé de ne pas baisser les bras. Donc, c'est une action qui commence comme elle a donné l'ampleur. Et puis, les gens, on constate que les gens ils commencent à prendre conscience quand même. Il faut dire la vérité aussi. Nous, l'association, on intervient, on sensibilise les gens. Les gens, c'est les citoyens comme nous sommes les citoyens quand même. Si on discute avec les citoyens, on leur dit que c'est important pour nos enfants. Si on s'amuse et ne pas prendre les choses au sérieux, on va transporter le coronavirus, le corona chez nous. Donc, il vaut mieux de ne pas laisser apprendre à baisser les bras. Donc, dans ce sens, les gens commencent à prendre la conscience, comme on voit, je constate comment je suis sur le terrain. Vous n'étiez pas seul sur le terrain, il y avait la protection civile, il y avait aussi les scouts. Il y avait les scouts, il y avait la sûreté, la police aussi, la prévention de l'écoute de Bablouat qui était présente. Donc, il y avait le Himaya aussi, la protection civile. Et puis les citoyens qui ont participé aussi. Donc, on a touché à tout le monde. Même il y avait l'entreprise de Natcom aussi qui a nettoyé avec nous. Donc, il faut rendre hommage, continuer toujours à rendre hommage parce qu'ils sont aussi très exposés. À eux parce que dès qu'on les a sollicités, ils étaient présents. Ils nous ont donné des sacs parce que tout ce qu'on a distribué aux gens, il faut savoir que c'est des dents. C'est des dents, c'est des gens, ils sont venus un peu de partout. Même hors Wilaya, j'ai eu des gens qui nous avaient ramené des gels, des bavettes, des gants aussi. Netcom aussi, elle nous a donné des sacs. Elle nous a ramené un camion citerne d'eau, un camion vide parce qu'on avait fait le nettoyage la veille. Il y avait des bouteilles partout parce que comme il y avait la plage qui était ouverte, ça veut dire que les gens, quand ils... Donc, la plage ouverte, à la suite du passage de nos caméras, la plage a été fermée. Hier, elle a été fermée, la plage. Et murée, carrément. Et elle a été murée, carrément. La plage, elle a été murée. Pas d'accès au niveau donc, des plages parce que ce sont donc des villes côtières, donc l'accès à la plage est ouvert de partout. Et là, la plage a été murée. Elle a été murée grâce à l'intervention de votre présence. Tant mieux, ça a été une bonne initiative parce que c'est vrai qu'il y a des gens encore qui partent à la plage malgré l'interdiction. On se dit le Covid est ailleurs. Or, il peut être partout. Tout simplement. Alors, vos actions, encore une fois, incitent donc la population à prendre conscience. Vous invitez beaucoup de jeunes, justement, pour plus sensibiliser la jeunesse. Pourquoi on invite beaucoup de jeunes? C'est ça, je dirais, la bonne question. Pourquoi? Parce que les jeunes, déjà, entre eux, je comprends, c'est tout à fait normal. Ils sont confinés. Certains ont des petites maisons. Ils ne peuvent pas rester 24 heures sur 24 à la maison. Ils s'ennuient. Ils n'ont pas d'activité. Il n'y a pas de sport. Les salles sont fermées. Les cours, il n'y a pas aussi. Ça veut dire que c'est tout à fait normal qu'ils veulent sortir. Mais si nous, on les ramène chez nous, on les sensibilise, ils nous donnent de l'aide. Ils prennent en moins conscience. Il y avait aussi le Ils sont utiles. On les motive. D'ailleurs, on a mis à leur disposition un matériel pour désinfecter qui est à notre... On a vu ça. On leur dit, par exemple, hier soir, il y avait un cas dans notre quartier. Il est venu, le monsieur, il a pris le matériel pour au moins désinfecter devant chez lui, là où il habite et dans sa maison aussi. Ils se rendent utiles et en même temps, ils se disent, on a servi, nous aussi, on est avec cet engagement
citoyens surtout pour essayer d'endiguer cette pandémie au niveau, ne serait-ce que dans le quartier déjà. Tout simplement, c'est ça, ne serait-ce que et grâce à vous aussi, quand il y a eu les médias avec nous, je dirais que ça fait passer aussi le message à d'autres quartiers. Par exemple, dès que nous, on avait fait l'événement, un quartier qui n'est pas très loin de chez nous, il nous a fait appel, il nous a dit avant l'Aïd, s'il y a possibilité que nous fassions le nettoyage du quartier et vous ramenez le matériel pour faire la désinfection du quartier. Ça veut dire que ça donne de l'aide, parce qu'une seule main ne peut pas faire tout. Exactement. On est obligé de s'entraider. Oui. Voilà. On est obligé de s'entraider. C'est un virus qui est vraiment mortel. C'est sérieux, mesdames, messieurs. Ne prenez pas les choses à la légère. C'est un combat qu'on doit le faire tous ensemble. Il faut dire stop. Et pour faire stop et pour faire le contrer contre ce virus, et on pourra le gagner, en moins, on reste chez nous, on ne sort que si nécessaire. Bien sûr. Il faut respecter les consignes du ministre de la Santé, parce que les médecins, c'est vraiment fatigant, tout ce qu'ils ont comme personnes qui arrivent chez eux avec la charge, etc. On comprend, c'est pas évident. Et nous, autant qu'association, on est là pour aider, pour donner de notre aide, pour sensibiliser, pour au moins essayer de faire passer le message à 1, 2, 3, 4 personnes. C'est déjà bien. Exactement. C'est déjà bien. Et d'ailleurs, vous allez faire une initiative au niveau de l'hôpital de Baïnem. Donc, j'ai contacté l'organisation nationale qui est la présidée de M. Azzouz Mohamed et M. Aïtara Samir hier soir. Donc, nous allons élargir l'opération dans toutes les communes d'Alger, parce qu'on ne veut pas rester uniquement dans notre commune que moi je la représente. Je voudrais passer aux d'autres communes parce qu'ils n'ont pas les moyens aussi. Ils n'ont pas les moyens. Ils n'ont pas les moyens, ils n'ont pas aussi l'initiative, ils ne sont pas motivés. Il faudrait les motiver, il faudrait les bouger. S'il y a quelqu'un meneur, il commence à faire le premier pas, ça y est, la locomotive elle démarre. C'est dire la vérité. Donc, M. Azzouz, il va le faire avec moi, on va travailler ensemble, parce que lui, il est organisation nationale, donc je pourrais rentrer dans toutes les communes avec lui, et on va faire le miracle avec lui. On ne va pas baisser les bras. Inch'Allah, Inch'Allah. En tout cas, bravo à vous et merci pour cette belle initiative. Bon courage, parce que vous avez encore beaucoup de boulot avec ces temps chauds. Il fait très chaud et vous êtes quand même sur le terrain. En tout cas, merci également à vous. Merci pour l'invitation. Je voudrais remercier aussi un jeune bénévole qui n'est pas avec nous. Il se retrouve en Turquie. Il nous aide aussi avec tout ce qu'il peut. De loin. Oui, de loin. Les appels, les amis, les appels pour des dents, pour tout ça. Alors, je voudrais le remercier et remercier toute l'équipe pour tout ce qu'ils font avec nous. Merci à vous. Merci. Je rappelle Fariel Achouri, vous êtes la secrétaire générale de l'association Al-Afar Al-Jamil Mirama Raïs Hamidou et Abdelwahab Qaidi. Vous en êtes le président. Merci beaucoup. Et puis bonne chance à vous. Et surtout, faites attention à votre santé. Voilà. On est arrivé à la fin de l'émission.